Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding numéro 172 si je ne m'abuse, et c'est la disette. C'est même carrément la famine. Il n'y a pas grand chose à se foutre sur la dent pour être tout à fait honnête. Donc dans ce menu crowdfunding, on va réussir quand même à trouver deux desserts malgré tout, mais globalement, c'est quand même très léger et pas passionnant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez que ces derniers temps, il y a pas mal d'événements qui font que l'univers du jeu de société se pose des questions, s'inquiète beaucoup, et donc c'est vrai que lancer une campagne actuellement, c'est courageux. Et du coup, peut-être aussi que certains éditeurs sont amenés à reporter un petit peu leur campagne qu'ils avaient prévue. Donc on verra si dans les mois à venir ça s'améliore un petit peu, mais en tout cas pour l'instant, menu très très court, je vise les 45 minutes, c'est pour vous dire. Bah du coup, sans plus tarder, on est parti, entrée, plat, dessert. La première entrée de la semaine, en réalité, si on se limite uniquement au bandeau d'accueil sur Kickstarter, bah, il avait tout pour faire un joli score et attirer l'attention. Mais en réalité, Six-Sided Summoner, c'est un bid immense. 85 contributeurs seulement, 7000 euros d'engrangés, on est approximativement à la moitié du seuil de financement, il reste 9 jours avant la fin de cette campagne. Est-ce que je ne l'ai pas prise une semaine en retard? Ça me semble être très très court, on va quand même aller checker, mais il me semblait que c'était cette semaine, hein, 6 avril. C'était peut-être bien la semaine dernière en réalité. C'était le dimanche, c'était lancé le dimanche dernier, c'est pour ça. C'était au moment où j'enregistrais, où je montais plutôt le menu de la semaine dernière, c'est pour ça que ça paraît si court. Bref, c'est lancé il y a déjà une semaine et pourtant on est à moins de 100 contributeurs. Et en même temps, c'est un tout petit éditeur polonais, Pli ou Ply, je ne sais pas comment on est censé lire ça. Ils en sont à quatrième projet, et c'est vrai que les 4 projets en question, les 3 projets précédents en question, c'était à chaque fois Exploration, et ça marchait pas fort. Le premier avait bidé, ça avait été annulé, puis il avait été financé, c'était en 2019, retour en 2021 pour une extension plus réimpression, mais du coup la dernière campagne remonte quand même à 2021, ça fait quand même 3 ans et demi, et bah du coup on les a un petit peu oubliés, et au-delà de ça, Six-Sided Summoner, ça marche clairement pas. On est pourtant sur un jeu inspiré un petit peu par les univers des RPG plus classiques, un petit peu de Epic Fantasy, même Dark Fantasy si on s'en réfère uniquement à la DA. C'est plutôt joli, il y aura bien sûr du combat, de l'aventure, de l'exploration, tout ça est plutôt assez joli. Bon après ça envoie pas non plus du rêve, hein, il y a quand même beaucoup d'autres jeux de cet acabit, de cette catégorie qui sont plus attirants à l'œil, mais quand même c'est pas vilain. Vous voyez un exemple ici avec un plateau de joueurs avec Kitsune, un des gardiens que vous pourrez incarner, c'est quand même pas vilain. C'est pour 1 à 6 joueurs, c'est pour des parties de 30 minutes à 2 heures, et c'est pour une complexité BG de 2.8 à 3, donc c'est pas familial, c'est un jeu plutôt initié on va dire. Ça présente plutôt pas mal, mais je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Bon, je vous l'ai dit, hein, il y a de l'exploration, il y aura du combat, il y aura de l'aventure, tout ça, tout ce qui est de plus classique dans le domaine du RPG, on va dire. Mais pourquoi je ne vais pas plus loin? Parce que tout simplement, la campagne, a priori, ne devrait pas financer. On est à 50% de ce financement après une semaine de campagne. C'est un petit peu galère, donc je ne vais même pas mentionner les prix. Aujourd'hui, on se dépêche. On enchaîne tout de suite avec Pulp Romance, projet français de Alban Viard. Ah oui, ça, 9e projet de notre français de Beaune, je crois, ou de Dijon, ouais, Dijon. Après, Pulp Invasion, il en a fait un paquet de Pulp Invasion. La campagne de Clinique, enfin les campagnes de Clinique, parce qu'il y a quand même pas mal de campagnes, c'est un jeu qui l'avait fait plutôt connaître à l'époque. Il fait aussi pas mal de campagnes avec plusieurs jeux, comme on l'a eu ici avec les Nano Games, Railway, City Planner, Empire, etc. Et du coup, cette fois-ci, il nous revient avec à nouveau du Pulp, comme Pulp Invasion, mais cette fois-ci, ce n'est pas Pulp Invasion, c'est Pulp Romance. Donc on reste avec cette DA typique justement du Pulp des années un peu 60, si je ne me trompe pas. Sauf que cette fois-ci, vous allez avoir pour objectif de trouver l'amour. Voilà, de parcourir le monde à travers les différentes aventures, les différentes encombres sur votre chemin pour trouver l'amour. C'est beau. Français bien sûr, donc ça fait plaisir aussi de savoir que on a bien la langue de tiens, j'allais dire la langue de Shakespeare, alors oui, elle est là bien sûr évidemment, mais non, la langue française, donc la langue de Molière, elle est bien présente dans cette campagne. 166 contributeurs, le projet est financé de justesse, mais c'est financé quand même, soyons honnêtes.
Et donc Pulp Romance, c'est du pur solo. Ça aussi, sachez-le, ça aussi, j'ai pas réussi à le dire bien ça, hein. Ça aussi, sachez-le, c'est pour des parties solo de 20 à 30 minutes, ça en fait un jeu assez facile à sortir théoriquement, et quand je vous disais tout à l'heure que c'est Alban Viard qui est derrière, c'est vrai en tant qu'éditeur, en revanche, l'auteur c'est Todd Sanders, c'est le même je crois d'ailleurs que pour toute la série des Pulp Invasion, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un tout petit jeu facilement transportable, hein, 63 cartes, 4D, 4 cubes et c'est tout. Donc vraiment un jeu relativement minimaliste en termes de composants, avec son univers pulp qui plaira ou qui ne plaira pas. Moi je sais que c'est pas trop ma cam, j'ai jamais été attiré du tout par les projets de Pulp Invasion parce que vraiment la DA me repousse un peu. Je comprends ceux qui apprécient ce style très 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 rétro. Moi ça m'attire pas des masses. Vous avez ici un petit aperçu des composants avec les cartes, les cubes, les dés, et c'est à peu près tout. Donc vous vous doutez bien que ce sera essentiellement de la gestion de main, même s'il y aura aussi des dés, donc un petit peu de jet de dés en fonction des personnages, etc., des actions, des lieux vers lesquels on va se déplacer, etc. Bref, je crois que si je me souviens bien avoir lu il y a 2-3 jours, en gros vous allez chercher l'amour, mais vous êtes dans des périodes pas forcément faciles, il y a de la guerre, des conflits, etc. Bref, des trucs comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas à quel point le projet vous intéressera. Moi j'avoue que généralement j'ai toujours un peu de mal avec les DA de manière générale pour les projets de Alban Viard. Et j'ai jamais mis la main sur un de ces jeux. Même s'il a toujours une communauté relativement fidèle, pas énorme, mais fidèle quand même. Et donc je serais curieux de voir ce que vous pourriez m'en dire, hein, donc de vos retours d'expérience sur les jeux de Alban Viard en tant qu'éditeur, peut-être ces jeux en tant qu'auteur également d'ailleurs. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé Pulp Invasion, ce genre de choses-là, ou même Clinic d'ailleurs. Par curiosité, je suis preneur. Voilà donc pour ce qui est de Pulp Romance, qui vous coûtera au passage, j'ai oublié de le dire, 20 € pour une copie. Sinon, vous pouvez prendre aussi avec l'extension Companions à 30 €. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Sinon, après, c'est des pledges groupés. Voilà donc pour Pulp Romance, 166 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. On continue avec un petit détour du côté de chez GameFound pour la campagne de Grave Trigger, le projet de Cardboard Dynamo, 190 backers. On n'est pas trop loin du seuil de financement, hein, à 4500 $ près. Il reste 17 jours avant la fin de la campagne. Malheureusement, pas de VF pour celui-ci. C'est pour 1 à 6 joueurs. Ça dépendra du pledge que vous allez sélectionner en réalité. Pour des parties d'environ 1 heure, 14 ans et plus. On nous parle ici de jeux compétitifs mais également coopératifs, jouables en campagne, avec un univers qui a l'air d'être assez bien travaillé. D'ailleurs, ils ont fait tout comment dirais-je, un paragraphe entier sur les factions, sur l'univers de Grave Trigger, donc ils ont l'air d'avoir plutôt bien travaillé leur univers. Reste que l'univers en question ne me parle pas des masses personnellement, vous me direz si c'est votre cas éventuellement, mais bon, on est sur un jeu avec pas mal d'escarmouches, avec une campagne narrative également si vous souhaitez vous lancer dedans, avec différents niveaux de décors comme vous pouvez le voir, qui vont bien sûr impacter le gameplay. On a aussi différents personnages qui seront asymétriques. En revanche, je vous ai parlé de jeux d'escarmouches, de combat, etc. En revanche, il n'y aura pas de dés apparemment, c'est même mentionné sur la boîte, hein. No dice, no tape measures, no mercy. Donc pas de, comment dirais-je, de mesures à prendre sur votre champ de portée, on va dire. Pas non plus de dés, donc on est sur un jeu plutôt déterministe. L'ADA est plutôt clean, même si encore une fois, moi ça me parle pas, mais bon, ça c'est très personnel. Vous avez un petit aperçu ici des différents personnages que vous pourrez incarner avec leurs propres spécificités asymétriques, bien évidemment. On vous parle ici du starter set, c'est pour ça que je vous dis c'est 1 à 6 joueurs, ça dépend du pledge, parce qu'en réalité, le starter set, il est pour 2 joueurs. Donc sachez-le, et ça vous permettra quand même de vous lancer dans une campagne épique avec différents embranchements scénaristiques et avec des combats d'escarmouches brutaux et violents. Voilà, l'ADA, les miniatures, bon c'est plutôt pas mal, encore une fois je ne suis pas le cœur de cible de ce genre de DA, mais j'avoue que sur le papier ça présente quand même plutôt pas mal. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, ici les différents personnages que l'on pourra être amené à incarner, les différents éléments de décor qui, vous le voyez, sont assez modulables d'un scénario à l'autre. Voilà, encore une fois, je pense que l'univers pourra parler à pas mal de gens, il est plutôt bien développé, c'est juste que moi personnellement ça ne m'attire pas outre mesure. Rapidement les niveaux de pledge, le pledge de base ici à 85 $, c'est quand même pas donné. Ensuite, on a un Animus Pledge à 109 qui vient ajouter du néoprène et puis peut-être également des factions supplémentaires. Et puis sinon, vous avez une sorte de all-in à 135 $, le Breach Pledge, qui va avoir donc la boîte de base, les extensions avec les factions supplémentaires, du néoprène, un terrain set, donc encore plus d'éléments de décor.
Ouais, un petit peu de deluxification, quoi, en gros. Voilà ce que je peux vous dire concernant Grave Trigger, près de 200 backers pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne. On reste sur GameFound cette fois-ci pour parler brièvement de Synthetic Sins. Pas facile, hein, il y a beaucoup de TH et de S là-dedans. Synthetic... non, j'arrive pas à le dire. On répète, hein, je vais continuer jusqu'à ce que je l'ai de bonne manière. Synthetic Sins. Voilà, bon, j'ai fait une pause un petit peu longue entre les jeux, j'ai triché, mais c'est comme ça. Jeu solo, cyberpunk et noir. Ça, par contre, ça peut me parler un petit peu plus que le projet précédent. Et il s'agit d'un jeu d'infiltration et d'action avec un scénario un petit peu thriller qui a l'air d'être assez clean. Je me demande un petit peu pour la DA si c'est pas en IA. À voir. Si c'est de l'IA, c'est plutôt bien foutu, a priori. Mais je me demande si c'est quand même pas de l'IA. En même temps, s'il y a une thématique où on peut plus facilement excuser la présence d'IA générative pour les images, c'est bien le cyberpunk. J'ai envie de dire que là, c'est quasiment thématique. Bref, quoi qu'il en soit, ça nous vient du Canada, de Galvanize. 140 backers pour l'instant, 24 jours avant la fin de la campagne. Donc on est à 45% du seuil de financement. Ça galère un tout petit peu. Sachez également que c'est un jeu purement solo et narratif pour des parties d'environ 50 minutes. Avec donc une campagne, c'est un jeu legacy. Et je le répète à nouveau parce que, bon, c'est toujours bon de le savoir, c'est un jeu solo, sachez-le. Et pourquoi je parle aussi de potentiellement de IA? Parce que comme beaucoup de jeux cyberpunk, on voit beaucoup de, comment dirais-je, d'affiches, etc. Normalement en japonais, souvent en coréen, enfin en langue asiatique souvent. Et là, clairement, c'est pas des kanji, c'est pas du coréen non plus, c'est des trucs qui n'existent pas. Donc, je me demande. Et puis au-delà de ça, il y a quand même cet aspect un petit peu IA qu'on retrouve assez souvent. Je sais pas, il y a une patte un peu IA bizarrement. Et je me demande si c'est pas un petit peu le cas ici. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, on est donc sur un jeu d'infiltration, solo narratif, etc. Ça présente plutôt pas mal. J'avoue que l'univers me botte bien. Je suis pas un ultra fan du cyberpunk, mais quand même, ça présente plutôt pas mal. Et puis pour les amateurs de solo, ma foi, c'est un jeu qui est assez facile à sortir théoriquement. Hein. On n'a pas masse de matos. On voit ici un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler une fois sur la table. Bah, ma foi, ça présente plutôt pas mal encore une fois. Le how to play très brièvement, vous avez votre phase personnelle où vous pourrez vous déplacer, vous cacher, attaquer notamment. Les ennemis, eux, auront des patrouilles, ils vont vous rechercher bien sûr, ils vont aussi faire attention à tout ce qui est bruit alentour, donc attention à la production de bruit lorsque vous vous déplacez notamment. Et puis à la fin de votre tour, potentiellement des alarmes vont commencer à sonner dans tous les sens, et puis des renforts de vos ennemis vont venir aussi foutre le dawa. Donc voilà, c'est un petit résumé très bref de ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de gameplay. Un petit aperçu aussi des gardes de sécurité par exemple, ici avec leurs actions en fonction du résultat de jet de dés, ce genre de choses là. Voilà, pour le pledge, il y en a un seul, et ça c'est plutôt cool, au moins on se perd pas parmi 53 pledges. Donc le pledge de Synthetic Sins, 85$ canadiens, attention, c'est pas de dollars américains, donc ça doit tourner aux alentours de 50$ américains, 50€ approximativement pour celui-ci. Sachant que dans la boîte, vous avez donc masse de tuiles de secteurs à explorer, 23 cubes, 10 petits murs, bon, en bois tout ce qu'il y a de plus simple, 48 cartes d'ennemis, de personnages, et puis votre plateau double face de Gareth Takao, donc le personnage principal que vous incarnerez, et puis plein d'autres petits composants par-ci, par-là, mais c'est pas ultra riche en composants. Voilà, théoriquement on est sur une livraison prévue entre décembre et janvier prochain, et puis c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire concernant, est-ce que je vais réussir à le dire d'un seul bloc sans faire de pause? Non, j'arrive pas, hein. Synthetic Sins, c'était pas si mal que ça. 140 backers, 24 jours avant la fin de la campagne. Celui-là, est-il pas trop choupi? Voilà, Starleap, un petit projet qui vient de Los Angeles, c'est le deuxième projet de Eric Chen. Et bon, ça fait pas un gros score, mais c'est quand même très choupi. 291 backers à l'heure actuelle, 24 000 € d'engrangés, c'est donc financé, 25 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu pour 8 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs, pour 20 à 40 minutes la partie. On est un peu sur un petit jeu de course, on va dire. Avec des personnages absolument adorables, avec un petit peu de variabilité au niveau de la longueur de la course, qu'on peut un peu moduler en fonction du niveau ou de la durée de partie souhaitée, donc ça c'est plutôt cool également. On va incarner plusieurs petits personnages très choupis qui aussi ont chacun leur petit plateau individuel.
Voilà, c'est relativement classique, mais apparemment, ça a l'air d'être relativement fun. Les différents retours, bon, de créateurs de contenu, donc ça vaut ce que ça vaut, mais sont plutôt positifs. Le setup est très simple, les règles sont très faciles à prendre en main. On est sur du 8 ans et plus, donc plutôt sur un jeu familial, avec une DA vraiment charmante, ravissante, même si bon, pour moi, si c'est pour moi et Xavier uniquement, par exemple, donc Xavier et moi, ça me parle pas outre mesure, mais c'est vrai que pour jouer avec mon fils par exemple, pourquoi pas, c'est vraiment choupi. Reste qu'il n'y a pas de VF pour l'instant. Après, si le parent comprend les règles, vous avez vu qu'il n'y avait pas tellement de texte sur les cartes elles-mêmes, il y en a un tout petit peu par-ci par-là, mais bon, c'est pas trop méchant, mais ce serait quand même mieux d'avoir une vraie belle VF quoi. Le jeu lui-même coûte 44 $ pour son pledge de base en tout cas, avec les meeples de base que l'on voit ici sans impression. Si vous voulez justement un petit peu de deluxification à ce niveau-là, un peu plus d'immersion, avec le Star Pledge, vous aurez une sorte de couverture de boîte. Ça coûte 69 $, donc 25 quand même de plus, mais ça rajoute aussi des standees en acrylique, donc ça fait quand même plutôt plaisir, c'est joli. Ensuite, éventuellement le Challenger's Pledge à 75 $, ça vous donne accès au jeu de base, ainsi que deux extensions, la Ninja Expansion et Dino Expansion, qui vient ajouter de nouveaux personnages jouables, quelques petits éléments de gameplay également supplémentaires. Et puis sinon, le Full Galactic Pledge à 135 $, donc là c'est le all-in, donc on aura les deux extensions, la version un petit peu deluxifiée, on aura même du néoprène, etc. etc. Et donc je vous mentionne tout à l'heure les deux factions, enfin les deux, pas factions mais extensions, elles sont ici, Ninja Expansion qui vous donne accès donc à deux nouveaux personnages que vous voyez ici, hein, voilà. Et puis je crois qu'il y a aussi quelques petits éléments de gameplay supplémentaires, mais j'ai pas trop checké ça. Et donc le Dino Expansion Pack également, donc encore une fois, deux nouveaux personnages, quelques petits éléments de gameplay supplémentaires, je pense aussi par rapport au jeu de base. Voilà donc pour ce qui est de Starleap, un petit projet vraiment mignon comme tout, qui pour l'instant quand même un petit peu de mal à se faire sa place, mais bon, 300 contributeurs, 25 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. Quand j'ai vu la couverture de Malus Hortus, je me suis dit, oh, il y a un truc original. Quand j'ai eu la petite présentation, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, effectivement, on est chassé par des fleurs démoniaques, on doit sauver des petites créatures dans un jardin, tout en s'échappant, tout en fuyant nos adversaires. Il y a un truc original. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est coopératif, ça dure 30 à 60 minutes. Ok, bon, intéressant sur le papier. Le fait est que, quand même, ça bide méchamment. 3200 €, 83 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Mais jusque-là, ça reste intéressant malgré tout. Mais après, bon, on baisse un petit peu, on se dit je vais regarder un petit peu ce à quoi ça ressemble, et là, c'est le drame. C'est moche comme un pou. On est d'accord que ça ressemble plus ou moins à un chiotte, un lendemain de curry thaïlandais. Bon, je suis déçu, voilà. La thématique me parlait pas mal, on a des petites nymphes, on va évoluer dans un jardin qui, de jour, a l'air magnifique et luxuriant, etc. Et sauf que la nuit, ça se transforme un petit peu en jardin démoniaque avec des fleurs qui cherchent à vous bouffer, etc. Bref, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est perché, mais pourquoi pas, au moins c'est original. Mais le truc, c'est qu'on évolue dans un truc qui ressemble absolument pas à un jardin, quoi. Enfin, c'est moche comme tout, donc là, ça me parle plus du tout. Voilà, de fait, je suis tout de suite plus preneur, d'autant plus que les nymphes, les personnages que l'on va rencontrer, etc., sont eux aussi pas terriblement jolis. Donc voilà, globalement, très déçu par la DA de Malus Hortus, mais sur le principe, le gameplay, etc., ça pouvait être intéressant. Il y aura un petit peu d'asymétrie entre les personnages, bien sûr. On peut le jouer en solo également. Pour ceux qui aiment les fleurs, les jardins, etc., bon, il y a une thématique qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins c'est intéressant, c'est original. Mais vraiment, non, le reste, c'est clairement pas pour moi. Vous avez ici le pledge de base à 38 livres, donc ça va faire environ 45, 47 €, quelque chose comme ça. Sinon, un pledge Put the Petal to the Metal qui me rappelle Heat, le sous-titre de Heat, à 80 livres, donc on ne doit pas être très loin des 100 €, je crois, avec des art prints, donc c'est juste des impressions de certaines des fleurs peintes pour l'occasion, qui sont, je trouve, pas particulièrement magnifiques non plus, donc bon, ça me parle pas encore une fois. Donc voilà, un projet qui partait sur de bonnes bases et puis qui rapidement, bon, tout droit dans les graviers, pour ceux qui ont la référence, si c'est le cas, vous avez plus de 30 ans. Voilà pour Malus Hortus, 83 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Vesta, un jeu de stratégie et de survie, on pourrait dire, hein. C'est écrit en tout cas comme ça, c'est pas comme ça que je le percevais, mais c'est comme ça. 100 contributeurs, tout rond, près de 9000 € d'engrangés.
On n'est pas très loin du seuil de financement. 25 jours avant la fin de la campagne, il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties de 60 à 80 minutes. Donc typiquement un jeu initié plus environ. C'est un jeu qui aurait pu ou dû être primé au festival Geekway to the West, où il avait été sélectionné en 2020 pour, comment dirais-je, le meilleur prototype du salon, etc. Sauf que c'était en 2020, et du coup, bah, ça a été annulé, parce que oui, 2020, c'était le Covid, le début du gros bordel, et oui, ça fait déjà un bail, mais c'était quelque chose qui existait à l'époque, et donc on ne saura jamais si il aurait pu le remporter ou non, mais quoi qu'il en soit, il avait quand même été nominé. Et c'est vrai que sur le principe, bon, il y a quelques petits trucs assez intéressants. On voit cette espèce de grosse montagne de petites tuiles que l'on voit ici d'ailleurs, hein, avec différents types de tuiles d'ailleurs, différents types de ressources que l'on pourra aller miner sur cette fameuse planète. Enfin, c'est pas une planète, mais c'est une sorte de lune à mi-chemin entre Mars et Vénus, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça, Vesta. Et du coup, ça ressemble un petit peu à, comment ça s'appelle, la version un petit peu occidentale qu'on donne du Mahjong, qui a absolument rien à voir avec le Mahjong d'origine de Chine, donc. Mais voilà, visuellement, ça me parle pas mal de ce point de vue-là. Et donc, on va avoir plusieurs personnages légèrement asymétriques eux aussi. On va être amené à collaborer, à coopérer, à chasser des sortes de pirates de l'espace qui veulent aussi venir piquer nos ressources. Voilà, je n'ai pas trop plongé le regard dans les règles de manière précise, pour être tout à fait honnête. En tout cas, je les ai un petit peu oubliées depuis mardi que j'ai consulté la campagne. Mais voilà, c'est quand même un projet qui peut être intéressant, même si visuellement ça me parle absolument pas. Je suis pas du tout client de cette DA, d'autant plus que même les deluxe bits, donc les éléments de deluxification, bon, c'est quand même des éléments qu'on pourrait retrouver dans des versions classiques de jeu en fait. Donc c'est juste que ça remplace du carton par du bois, mais c'est pas tellement deluxe. Les petits réacteurs en impression de 3D sont pas très beaux, et même la photo est floutée, enfin pas floutée mais elle est floue. Donc ça ne met pas très bien en avant. Pareil pour les petites gems ici. Donc bon, ouais, c'est pas fifou de ce point de vue-là, mais peut-être que le jeu est très sympa après tout. Donc on va à chacun son tour prendre de l'énergie, on va aller faire une action de minage sur cette fameuse pyramide que l'on voit ici. Et ensuite il y a tout un tas de petites actions optionnelles. On va pouvoir construire sur son propre plateau une sorte de, comment dirais-je, de stock de différentes ressources que l'on aura prises durant l'action de minage. On pourra construire des réacteurs en dépensant certaines ressources, et puis donc il y aura cet aspect de gestion des pirates et donc de survie, parce que les pirates vont venir nous attaquer pour choper nos ressources, etc. Voilà. J'ai pas vu le prix de base par contre, donc on va regarder ici, c'est 65$. 65$ pour le pledge de base, le pledge miner, qui vous donne accès donc à Vesta. Sinon pour la deluxification, il faut ajouter 40$. C'est quand même beaucoup. Pour ajouter quoi? Un petit peu de néoprène, des éléments en bois au lieu du carton. Ça me semble quand même être assez cher de ce point de vue-là. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que l'addition est un petit peu salée pour le projet dont il s'agit. Voilà pour Vesta, sans contributeur, 9000€ d'engagé pour l'instant. On enchaîne sur un petit projet japonais qui nous vient de Tokyo et de Yusei Project, premier projet sur Kickstarter. Est-ce que c'est leur premier jeu? Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que j'en ai pas entendu parler alors que je suis au Japon. Mais il s'agit donc de Mitto, apparemment ça se lit comme ça, Mitto, Aim for the Middle. 27 contributeurs pour l'instant. Ça galère un petit peu, 27 jours avant la fin de la campagne, 740€ d'engrangés, c'est financé, mais s'ils doivent vraiment lancer une production de au moins 500 ou 1000 copies, pour l'instant c'est un peu compliqué, même si c'est officiellement financé. C'est pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 10 à 15 minutes la partie, c'est apparemment surtout bon à 2 joueurs, mais on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, et apparemment c'est fun aussi malgré tout. C'est un jeu de cartes avec des chiffres dessus, dans lesquels on va utiliser des additions, des soustractions, bref, des additions, enfin des opérations relativement classiques, basiques. Et le but, ça va être de trouver le juste milieu, de se retrouver à peu près dans le milieu. Le deuxième truc, c'est que ils font une campagne Kickstarter pour proposer le jeu aussi à l'international, parce que c'est un jeu qui a été sold out en 10 minutes au Game Market de Tokyo en 2024. Bon, en même temps, si vous avez fait 100 copies à ce moment-là, c'est pas trop dur, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais donc, ils veulent proposer ça sur le marché international. Ok, cool. Mais la campagne en anglais, elle est traduite avec les panards. Ils ont traduit ça avec les pieds, c'est n'importe quoi. C'est même pas de la traduction genre DeepL par exemple, ce serait plus qualitatif en réalité. Là, ça ressemble un petit peu à rien. Donc, allez savoir. Le How to Play par exemple, lisez ça en anglais, dites-moi comment ça se joue. Honnêtement, pas facile.
Bon, ça a l'air de se jouer avec des additions, des soustractions, des calculs de base. L'objectif étant d'être le plus au milieu possible, et le premier à 5 points remporte la partie. Ok, mais c'est quand même pas hyper clair. Peut-être que les vidéos qui sont ici sont un peu plus parlantes, je ne sais pas, je ne les ai pas visionnées. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous fait penser ce projet, donc Metto, qui est proposé à 2000 yens, soit 13 € approximativement. Sinon, est-ce qu'il y a des versions différentes? Ah, ça c'est pour le Japon. Donc, bon, j'ai l'impression que c'est en gros 2000 yens, donc 13, 14, 15 €. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Mytho. Sur le principe, j'ai envie de dire ça, jouer avec mon neveu, avec mon fils dans quelques années, ça peut être sympa, mais c'est tellement mal présenté que ça donne pas du tout envie. Donc un petit peu dommage pour Mytho. 27 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Le petit passage quasi hebdomadaire sur Ulule, cette fois-ci c'est pour Music Match, le jeu musical de votre vie. Connaissez-vous vraiment les goûts musicaux de vos amis? Vous risquez d'être surpris. Pour l'instant, on est à 57 contributions, 41 jours avant la fin de cette longue campagne. On est pour un jeu, sur un jeu de 3 à 8 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. Et comme d'habitude, quand c'est sur Ulule, vous avez le texte en français, vous n'avez vraiment pas besoin de moi, si ce n'est éventuellement pour découvrir l'existence du projet. Donc je vous renvoie vers le lien que vous trouverez comme chaque semaine pour toutes les campagnes présentées dans la description, un lien pour aller voir un petit peu par vous-même ce dont il s'agit, et éventuellement si c'est un jeu qui pourrait être pour vous et votre groupe de joueurs. On est typiquement sur un jeu d'ambiance qui peut être assez fun. J'ai pas parcouru les règles du jeu parce que, encore une fois, quand c'est sur Ulule, vous pouvez le faire par vous-même, c'est tout en français. Donc voilà, vous me direz éventuellement si c'est un projet qui peut vous intéresser. L'exemplaire est à combien? J'ai oublié ça de checker, c'est 20 €. Voilà, 20 € pour un exemplaire. Sinon, on peut faire des petits pledges groupés avec une légère ristourne à l'occasion. Voilà donc pour Music Match, le jeu musical de votre vie, 57 contributeurs, 45% du financement, 41 jours avant la fin de la campagne. C'est également la dernière entrée de la semaine, on se lance maintenant dans les plats principaux. Premier plat principal de la semaine, il s'agit du retour de Lying Pirates. Ils avaient fait une première campagne sur Kickstarter, si mes souvenirs sont bons, il y a de ça environ 2 ans. Le jeu avait très bien marché d'ailleurs à l'époque sur Kickstarter, et il faut bien dire que Lying Pirates avait une très belle DA, et d'ailleurs encore une très belle DA aujourd'hui. Il revient avec une réimpression qui s'accompagne d'une nouvelle extension intitulée Cities of Greed. On est donc, pour rappel, sur un jeu de course, on est un petit peu à mi-chemin avec le jeu d'ambiance, mais jeu d'ambiance initié, on va dire. Donc une course, est-ce que je peux retrouver, voilà ici, c'est pas forcément très parlant, mais bref, vous avez plusieurs tuiles qui vont composer une sorte de circuit, et chacun d'entre vous va incarner un capitaine de, comment dirais-je, d'équipage de pirates, quoi, en gros. Et chacune des tuiles va amener à un événement différent qu'il faudra appliquer lorsque l'on atterrira dessus, quoi, en gros. Il y aura aussi pas mal de facettes un petit peu bluff, un petit peu pari, etc. C'est un petit peu les éléments, un petit peu ambiance, on va dire. Mais le jeu présentait très bien visuellement, il était vraiment très joli. Ça donnait envie, même si c'était pas un jeu typiquement pour moi, quoi. Bon, désolé pour la petite coupe intempestive, on a sonné à la porte, du coup je ne sais plus exactement où j'en étais. Bref, je reprends. C'est donc un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 60 minutes la partie, 14 ans et plus, avec un petit peu d'asymétrie, c'est bien sûr en multijoueur compétitif, il y a un petit peu d'aspect de déduction, de pari, d'enchères, ce genre de choses-là, et une très belle DA, je me répète bien sûr, mais vraiment c'est la première chose qui saute aux yeux quand on voit, comment dirais-je, Lying Pirates, et en plus de ça, c'est un jeu, d'ailleurs c'est mis en avant ici, avec zéro downtime, donc pas de temps d'attente entre les joueurs, on est toujours actif, et ça c'est vraiment cool, surtout pour un jeu qui peut être joué de 2 à 6 joueurs quand même. Si on joue à 6 joueurs et que entre les tours on a vraiment rien à faire, c'est toujours un petit peu chiant. Là pour le coup c'est pas le cas, et en plus de ça une VF est disponible durant la campagne, donc ça aussi ça fait plaisir. Alors donc, ici les composants de gameplay de la première campagne, avec donc du cutthroat bluffing, donc du bluff assez coupe-gorge. Ensuite, Treacherous Seas, on aura donc cet aspect de course où chacune des tuiles nous proposera une action différente ou un résultat différent. On aura aussi du combat bien évidemment. Ruthless Ambition, là on pourra
comment dirais-je, améliorer notre équipage, on pourra attaquer ou se défendre face aux offensives adverses, bien sûr, et on pourra bien sûr impacter son destin, sa destinée durant cette course qu'est Lying Pirates. Et donc, dans cette nouvelle campagne, on vous propose bien sûr une réimpression de Lying Pirates, mais au-delà de ça, on vous propose également une extension. Alors l'extension, elle arrive un petit peu plus bas, elle arrive, voilà, ici, Cities of Greed, l'extension de Lying Pirates. Dans cette extension, vous trouvez notamment le dé du maire, ou le dé du, enfin comment on pourrait dire, le mayor's die, ouais, ça peut être le maire, ça peut ne pas être le maire aussi, bref, le dé d'un responsable de quelque chose que vous pourrez activer, que vous pourrez utiliser pour votre propre bien, mais attention, l'utiliser certes vous propose une action très costaud, très forte, mais en revanche, elle vous met aussi une cible sur le dos, donc à manipuler avec délicatesse, avec attention, bref, il faut être stratégique pour l'utiliser de manière appropriée. Ensuite, vous avez aussi des cartes d'influence que vous pourrez utiliser durant la phase d'action pour, comment dirais-je, filer des récompenses à vos alliés, que ce soit des pièces par exemple, ou des cartes, ce genre de choses-là, ou également attaquer vos rivaux là où ça fait mal, en les forçant notamment à se délester de précieux cargos. Il y aura aussi de nouvelles tuiles pour aller composer le circuit que l'on a vu ici. Donc il y aura aussi de nouveaux mini-jeux qui viendront entrer dans le gameplay, qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant. Par exemple, ici on voit quelqu'un qui cherche à empiler les dés sans les faire tomber, par exemple. On a aussi l'espèce de petit jeu là, avec le bluff que l'on voit ici. Voilà, une sorte de bluff, de simili-bluff, c'est des enchères cachées on va dire. Bref, pas mal de petits ajouts de gameplay également. On a aussi des nouvelles cartes de cité et également des boucliers par exemple. Donc voilà, pas mal de petits ajouts de gameplay pour un jeu qui avait déjà plutôt belle réputation. Les backers de la première heure avaient été plutôt séduits, plutôt conquis par la proposition. Alors, les pledges, je vais pas passer sur cet endroit-là, on va passer directement, voilà, ici sera plus parlant. Alors, le pledge de base, est-ce que je peux trouver la boîte de base uniquement? Ah, c'est la big box, ok. Bon, on va passer par le plus petit prix. Cities of Greed Expansion. En gros, ça c'est si vous avez déjà Lying Pirates et que vous voulez uniquement l'extension Cities of Greed, c'est 20 €. Donc voilà, c'est pas trop cher pour le coup. Sinon, Cities of Greed Expansion plus Upgrade Box. Là, si vous avez déjà la boîte de base également, mais que vous voulez une big box pour loger le jeu de base, ainsi que Cities of Greed. 35 € pour le coup. Sinon, vous avez ici le All-in Big Box plus add-on. Donc en gros, ça c'est si vous n'avez pas Lying Pirates, si vous avez raté la campagne d'origine ou si vous étiez passé à côté et que finalement vous le regrettez un petit peu. 174 €, donc le jeu de base ainsi que l'extension, le tout dans une big box, et puis également quelques petits add-ons. Alors lesquels sont-ils? On a ici justement les petites boîtes en bambou dans lesquelles vous avez planqué vos dés qu'on a vu dans le petit gif tout à l'heure. Mais également les pièces en métal. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a des stickers de Lying Pirates. Ok, bon, pourquoi pas. Ensuite, on a ici des dessous de verre à l'effigie des différents pirates que l'on pourra incarner. Donc bref, quelques petits éléments de deluxification, ce genre de choses-là en gros. Voilà, et puis sinon après c'est du retail, on s'en fout, donc on n'a pas besoin de passer dessus. Le All-in Returning Backer, donc ça c'est pour ceux qui ont le jeu de base, qui voudraient l'extension et la big box, en plus de tous les petits add-ons dont je viens de mentionner une partie. Voilà, sinon vous pouvez aussi ajuster avec les add-ons, prenant un petit peu à la carte les éléments qui vous intéressent le plus. Il y a même des fringues, éventuellement un t-shirt, une chemise, ce genre de petits trucs là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant cette nouvelle campagne de Lying Pirates pour réimpression et extension Cities of Greed. Il me parlait déjà pas mal à l'époque, notamment pour sa DA, hein, vraiment. En plus, c'est un jeu qui est assez facile à sortir, hein, c'est encore une fois 1 heure la partie, pour 2 à 6. Franchement, c'est une proposition qui me tente bien. J'aime beaucoup la DA, l'univers me parle pas mal aussi. Un jeu qui est assez facile à sortir, hein, 1 heure la partie, mais bon, on joue finalement rarement au-delà de 2 joueurs, Xavier et moi-même, et c'est typiquement un genre de jeu où vous profiterez bien plus, à mon avis, si vous jouez plutôt à 4, 5, 6 joueurs, et du coup c'est ça qui me fait prendre un petit peu mes distances avec Lying Pirates, même si encore une fois j'aurais vraiment très envie de le tester un de ces jours. 200 000 € d'engagés, 1700 backers pour l'instant, 16 jours avant la fin de la campagne, et je le rappelle, une VF disponible durant cette dernière. Tiens, ouais, d'ailleurs, j'avais pas vu.
apparemment, il y a une campagne pour Berserk par Monolith. Super intéressant ça pour le coup. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais je vais aller checker ça. On revient sur Kickstarter pour le deuxième et dernier plat principal de la semaine. Il s'agit de Neon Hope, Cyberpunk meets Solarpunk. Alors je ne suis pas suffisamment connaisseur en la matière pour vous dire quelle est la différence entre le Cyberpunk et le Solarpunk pour le coup, mais on est sur un jeu totalement coopératif. C'est pour 1 à 4 ça? Oui, 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 450 contributeurs pour l'instant, ce qui est pas si mal quand on voit qu'il s'agit d'un premier éditeur, enfin primo-éditeur, en tout cas premier projet sur Kickstarter de l'éditeur en question. Il s'agit de Hopeful Games qui nous vient d'Allemagne. 450 backers disais-je, 53 000 € d'engrangés, c'est donc financé 25 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu avec quand même pas mal de matos, on a plus de 400 cartes. Vos choix sont véritablement importants puisqu'ils vont venir impacter la suite de votre campagne, on va dire. Et le tout se base donc sur un univers un petit peu unique, à mi-chemin entre donc le cyberpunk et le solarpunk. Alors le cyberpunk je connais, le solarpunk ça me parle pas des masses, mais un univers assez unique, et apparemment visuellement ça présente plutôt pas mal au niveau de la DA de manière générale. Les composants, je suis un peu moins fan de ce que je vois, même si c'est relativement classique, mais voilà, DA c'est pas vilain. Alors ensuite, on enchaîne directement avec les pledges, enfin les niveaux de pledge. Vous avez ici le jeu de base qui vous coûtera donc 69 €, avec donc la boîte de base, 4 petits standees cartons des personnages que vous pourrez incarner, 136 cartes de personnages, donc les vôtres, leurs cartes de, comment dire, d'activité, enfin d'action, mais de compétences, ce genre de choses-là. 264 cartes de scénario, avec plein de localisation, ouais, sa localisation, enfin des lieux, quoi, en gros, ainsi que des personnages que vous allez être amenés à rencontrer. Quelques petits dés par-ci, par-là pour chacun des personnages, j'imagine. Ensuite, masse de tokens, des petits cubes en acrylique et également un compteur de surveillance. Ensuite, on a un pledge all-in, gameplay all-in, pas all-in totalement, mais gameplay all-in, 99 €, donc ça vient ajouter quoi, 30? Ouais, ça ajoute 30 € pour une extension intitulée A Hopeful Cause. Ça vient ajouter de nouveaux personnages, avec donc tous les decks qui vont avec, bien sûr, leurs standees, et puis également des cartes de rencontres alternatives avec de nouveaux ennemis, de nouveaux états. J'imagine que c'est des états de santé, ce genre de choses empoisonnées, corrompus, sur les choses là, j'imagine, ainsi que des cartes de dilemme, et puis également des cartes de Nemesis qui apparemment n'existent pas dans le jeu de base, je crois. Ensuite, Deluxe Pledge 169, on fait un bond assez conséquent puisqu'on passe de 99 à 169 pour avoir la même chose, donc le jeu de base, l'extension également. On remplace tous les standees cartons par des standees en acrylique, on remplace tous les petits tokens de carton par des chips de poker. Donc là, c'est vrai que c'est une belle deluxification. En théorie, il faut voir la qualité derrière. Ensuite, on a plein de petits playmats pour loger justement les jetons, les cartes, etc. Donc quand même pas mal de deluxification à ce niveau-là. Donc ouais, intéressant, même si bon, ça fait quand même du coup un pledge assez onéreux. Voilà, ensuite on a un pledge VIP, mais là on est sur du mécénat, où vous aurez votre nom, votre tronche sur une carte, on s'en fout un petit peu. On peut aussi ajouter une upgrade, donc c'est un insert pour la totalité du jeu pour 30 €. Donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient être, qui sont intéressés simplement pour l'opportunité de pouvoir installer et ranger leur jeu plus rapidement. C'est toujours intéressant à voir si vous êtes prêt à sortir 30 € pour ça. Quand c'est bien fait, 30 € ça les vaut, à mon avis, ça rend un jeu beaucoup plus facile à sortir, à ranger, etc. Donc ouais, je suis quand même plutôt preneur quand il y a un bel insert. Pour ce qui est du how to play, très brièvement, vous allez incarner un personnage, une sorte de deck de cartes avec les différentes actions que vous pourrez accomplir. Vous avez ici des petites statistiques qui seront propres à votre personnage, bien évidemment. Et vous allez avoir plein de petits scénarios, donc à travers lesquels vous allez pouvoir naviguer. Là, par exemple, on vous met dans la situation où votre personnage, donc Larx, doit... comment dirais-je, comment ça se dit déjà en français, ça? Bouncer, le mec qui fait la sécurité dans les boîtes de nuit, sur les choses là. Bref, elle doit chercher une amie à elle dans un club électro à Berlin. Elle doit accomplir différentes tâches pour essayer de la chercher, etc. Communiquer par exemple avec la serveuse du bar, quoi, en gros. Ensuite, utiliser les différentes actions qui sont dans son deck de cartes en utilisant des boosts par exemple pour pouvoir réussir plus facilement sur les choses là. Bon, on doit donc chercher, trouver son ami, on doit faire en sorte de ne pas se faire repérer sur les choses là. Bref,
c'est un jeu qui a l'air d'être plutôt intéressant sur le papier. Par contre, il y a masse de texte sur les cartes et il n'y a pas de VF. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant pour les gens qui ne seraient pas forcément très au fait de la langue de Shakespeare. Tout ça dans un univers donc un peu futuriste qui vous place à Berlin, donc en Allemagne, dans sur les années 2100, quelque chose comme ça. Bref, l'habitude, on a l'habitude quand on parle de cyberpunk qu'on se situe dans genre 50, 100 ans, avec une technologie un peu partir en vrille, on va dire. Voilà, je vais pas trop aller en avant. On a ici un role-playing game pour Neon Hope également. Est-ce que il s'agit du même jeu? Est-ce que c'est un projet qui est publié en même temps? Là, pour le coup, je suis pas sûr. J'ai pas checké suffisamment en détail pour le coup. Bref, pas très grave. On continue. On va aller checker maintenant que nous sommes dans les plats principaux, les frais de port. Alors que je viens de me rendre compte qu'il y a quand même une vidéo en français par Je découvre Musino qui en a fait une présentation. Donc, vous en apprendrez bien plus dans cette vidéo que dans ce petit segment de Menu Crowdfunding. Donc, je vous invite à aller checker la vidéo de Je découvre, donc de Musino, à propos de Neon Hope. Et donc je me rends compte aussi maintenant que j'en parle des frais de port que j'ai oublié de vous montrer les frais de port de Lying Pirates. Mais bon, comme d'habitude, vous aurez le lien vers la campagne dans la description, donc vous pourrez aller checker par vous-même. D'ailleurs, ils vous le disent ici, hein, ça c'est plutôt cool de le mentionner. Maintenant, il y a de plus en plus de campagnes où on ne sait pas exactement, donc c'est bien de le mentionner. Il n'y a pas de IA générative pour ce qui est de la direction artistique dans Neon Hope. Donc sachez-le, pour ceux qui sont vraiment opposés radicalement à la création d'images par IA, là pour le coup, il n'y en a pas. Donc le shipping. Pour l'Europe, c'est 15 à 17 euros en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Le Canada, 32,34, c'est quand même le double, ça pique. Pour nous qui sommes au Japon, ce serait 54 à 64 euros de frais de port. Ça pique méchamment la rondelle. Voilà donc pour ce qui est de Neon Hope. Pour l'instant, je disais, on a 450 backers, quelque chose comme ça. Ça, 450 backers, 25 jours avant la fin de la campagne, 53 000 euros d'engrangés. C'est tout pour les plats principaux de la journée. Il nous reste donc à traiter de 2 desserts. Premier dessert de la semaine. Il figure dans les desserts de la semaine uniquement parce que c'est Steamforged Games et parce que il y a quand même déjà, mine de rien, 4800 backers. Mais en réalité, ça me parle vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que, bon, Steamforged Games, il faut le savoir, ils se sont donné un peu pour spécialité le portage de jeux vidéo en jeu de plateau. On peut aller éventuellement consulter leur profil pour voir quelques exemples. On avait vu récemment Hearts of Iron, on avait vu Bard Song, qui pour le coup n'est pas un jeu vidéo lui à l'origine. Qu'est-ce qu'on avait vu en jeu vidéo? On avait vu Elden Ring, on avait vu Monster Hunter, on avait vu Horizon Forbidden West, Street Masters, qui est... Bon, c'est un simili Street Fighter qui n'en est pas un. On avait vu quoi encore? On n'avait pas vu... Oui, Resident Evil, ouais, c'est ça que je cherchais. Bref, il y a quelques créations uniques parfois, mais il y a aussi quand même beaucoup de portages de jeux vidéo en jeux de société. Et c'est apparemment à nouveau le cas pour Helldivers 2. Ne cherchez pas sur BGG un quelconque Helldivers 1, parce que ça n'existe pas. Je crois qu'ils avaient commencé d'ailleurs Steamforged Games, leur série de Resident Evil, par le 3 aussi. Donc c'est parfois un petit peu dans le désordre. Mais bon, Helldivers 2, jeu vidéo porté maintenant en jeu de plateau. Ça marche très fort, et j'avoue que je me demande si vraiment tout le monde connaît le jeu vidéo à la base, ou si c'est juste que Steamforged Games, on a confiance en eux parce qu'ils ont beaucoup de projets derrière eux qui ont plutôt pas mal marché. Moi j'avoue que Helldivers 2, le jeu vidéo, ça me parle absolument pas. Je ne connaissais pas l'existence de ce jeu vidéo. Mais en tout cas, ça marche très bien. On est déjà à plus de 1 100 000 livres d'engrangés. C'est quand même très fort. 9 jours avant la fin de la campagne. En revanche, il n'y a pas de VF. Il y en a parfois avec Steamforged Games. Là, pour le coup, pour Helldivers 2, il n'y en a pas. C'est pour 1 à 4 joueurs. C'est donc avec une thématique de jeu vidéo, je vous l'ai déjà dit. On est sur un jeu coopératif, mais également jouable en solo, avec un univers sci-fi, avec beaucoup d'action. On aura des personnages asymétriques et on aura un tas de petites bestioles aliens, pas forcément très amicales, mais en revanche bien dégueulasses visuellement. Et bien sûr qu'il y aura des petites extensions, etc. Un Steamforged Games connaît la recette pour faire cracher des tunasses. Alors, continuons, c'est pour un 4 joueurs, j'ai déjà dit, 120 à 180 minutes la partie, en collaboration avec PlayStation, donc j'imagine que c'est un studio PlayStation, un studio Sony, qui est derrière la création de Helldivers, le jeu vidéo, j'imagine. Alors, allons explorer un petit peu tout ça.
D'entrée, paf, on vous met un pledge à 79$ qui vous donnera accès à 4 Helldivers, donc les personnages que vous pourrez incarner, ainsi que les miniatures que vous voyez ici, qui sont des ennemis, là pour le coup, hein, les petites bestioles un petit peu façon insectes, mais de 7 mètres de haut et bien dégueulasses. Un petit peu, comment ça rappelle? Ça rappelle Starship Troopers, ce film un peu mythique des années 90. Et donc, au-delà de ça, on aura aussi 150 cartes, des plateaux de joueurs, des standees, masse de tokens, des dés, etc. Oui, beaucoup de dés, parce que sachez-le, hein, les jeux de Steamforged Games, c'est quand même assez souvent plutôt du côté Ameritrash que du côté euro, hein, avec pas mal de jets de dés. Voilà quelques-uns des Helldivers que vous pourrez incarner. On a ici le capitaine, on a aussi le heavy, on a le sniper, etc. Et vous le voyez, il y a un petit peu d'asymétrie. Il y aura des decks de cartes qui seront différents également pour chacun des personnages qu'on pourra incarner. Donc il faudra essayer de jouer en collaboration, en synergie, enfin trouver des synergies pour essayer de survivre et de vaincre ces aliens absolument dégueulasses qui eux aussi auront leur propre spécificité asymétrique en fonction de leur type. Voilà, donc ça c'est pour le jeu de base. Bien sûr qu'on aura des extensions, il faut bien cracher de la thune supplémentaire. C'est sur les extensions, on le sait, que les éditeurs réussissent à faire un peu plus de marge que sur le jeu de base, surtout dans le crowdfunding où on essaie de faire un jeu de base vraiment assez peu cher, assez accessible pour attirer un peu le chaland, on va dire. Les autres composants, donc les composants de mission que l'on voit ici avec les petits plateaux, les D8, les D9 et ce genre de choses là, des petites tuiles, voilà. Alors, on a d'autres pledges, bien sûr. J'ai mentionné le pledge à... attends, c'était combien déjà? Parce que je crois que c'était même pas le même prix que ce que je viens de voir. Alors... Je retrouve ça. Ah, il n'y avait pas de prix? Si, 79. Voilà, 79, pledge de base. Mais, dans les pledges, ici, je vois pas de pledge à 79. Donc déjà, je suis paumé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était parce que c'est 79$? Attendez, parce que maintenant je suis perdu, je déteste être perdu. Regardons à nouveau. Alors, 79, ouais c'est dollars, c'est pour ça. Et du coup ça doit être le 61 livres, j'imagine. Je pense que c'est ça. Donc là, c'est le pledge de base, Commander Pledge, 61. Ensuite, 92, le Galactic Commander Pledge. Alors, ils ont utilisé une stratégie qui me plaît pas des masses, j'avoue. Puisque ici, vous voyez qu'il y a deux extensions, avec un point d'interrogation. Alors, c'était quoi déjà? C'était écrit quelque part, mais j'ai oublié. Bref, c'est deux extensions qui sont encore loquées et qui seront dévoilées via comment dire, des stretch goals, on va dire. Mais du coup, là, je comprends qu'il y a des stretch goals qui se débloquent en fonction du financement, des seuils de financement que l'on atteint ou non. Je comprends qu'il y a des stretch goals qui sont en fait des faux stretch goals. C'est juste des révélations quotidiennes pour alimenter un petit peu la campagne, pour faire vivre la campagne. J'avoue que ce deuxième type, j'aime pas trop. C'est pas un vrai stretch goal, quoi. Si c'est juste jour 1, jour 2, jour 3, à chaque fois on vous donne un petit peu d'infos supplémentaires. Là, les extensions en question, on connaît rien sur ces extensions jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Je vois pas très bien l'intérêt de les cacher tout en disant que dans ce pledge là vous les aurez. Je trouve ça un petit peu étrange. Quoi qu'il en soit, le Galactic Commander Pledge est à 92 livres. Ça va faire environ 125€, quelque chose comme ça. Donc pour le jeu de base, plus les Mystery Expansions, donc les fameuses extensions qui seront révélées plus tard, ainsi que la Patriot Exosuit Expansion, qui elle, pour le coup, est déjà révélée. Donc ça vous ajoutera un petit peu d'éléments de gameplay, avec notamment donc, cette espèce de gros robot que l'on pourra utiliser avec des roquettes, bref, ce genre de choses-là. Ça rappelle un petit peu des robots que l'on voit dans Star Wars d'ailleurs. Voilà, c'est 92 livres. Et sinon, on fait un gros bond numérique pour le Hell Commander Pledge, 246 livres. Donc on ne doit pas être très loin des 300€, peut-être même plus, je ne sais pas exactement. Et là, donc, on a le jeu de base, les fameuses Mystery Expansions, donc les deux qui sont là, pas encore révélés, le Patriot Exosuit Expansion qu'on a vu, le Automatons Expansion, Impaler Expansion, Bile Titan Expansion, Factory Strider Expansion, bref, plein d'extensions. Qui en fait sont de petites extensions, par exemple c'est celui-là hein, je crois, le Bile Titan Expansion, ça vous donner genre une miniature, et c'est à peu près tout, et donc les éléments de gameplay qui vont avec bien sûr, mais bon c'est des petites extensions quoi, clairement, voilà, le Bile Titan Expansion, on a une grosse miniature, peut-être quelques cartes ou des spécifiques à la créature en question, mais bon, en tout cas on nous présente l'extension comme étant une grosse miniature. Ou alors c'est pas très bien présenté, il y a aussi d'autres éléments, mais il aurait fallu le mettre un peu plus clairement en avant. Bref,
Vous pouvez aussi prendre les extensions à la carte si vous le désirez, s'il y en a qu'une ou deux qui vous intéressent par exemple. Alors ensuite, on va donc assembler son équipage, on va donc avoir des decks de cartes qui vont avec, ou on pourra aussi le composer nous-mêmes si on veut, comment dire, customiser un petit peu l'expérience. On pourra donc essayer de développer nos personnages, de choper de nouvelles compétences, de les utiliser au mieux que l'on peut pour détruire tous les adversaires. On pourra évoluer sur différentes planètes également. J'imagine que les planètes auront aussi un impact sur le gameplay. On aura différentes missions que l'on pourra tenter d'accomplir. On aura masse de combat avec notamment des jets de dés. Attention, faut pas être trop récalcitrant vis-à-vis de cette mécanique du jet de dés un petit peu façon Ameritrash. On aura bien sûr cet aspect coopératif assez présent, puisque vous voyez que les bestioles sont bien plus costauds que vos soldats, donc il faudra collaborer, imaginer différentes synergies pour les vaincre de manière efficace, tout en restant vivants. Voilà, et bien sûr, plus les grosses bestioles seront grosses, plus elles seront difficiles théoriquement à vaincre, et il faudra imaginer différents types de synergies en fonction du type de bestiole auquel on fait face. Voilà, on rentre pas plus que ça dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Mais juste ici, voilà, il vous présente un petit peu les extensions. Là, par exemple, pour le fameux Baal Titan Expansion avec l'énorme figurine, on voit ici effectivement qu'ils nous mettent aussi le deck de cartes qui va avec. Donc on a des cartes d'exploration, des cartes d'ennemis, sur ce qui va être amené à faire sur les différentes phases de jeu que l'on traverse. Une carte d'initiative, donc oui, il y a un petit peu de cartes. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une dizaine de cartes, un peu moins, pour l'extension. Et si c'est comme ça pour chaque extension, vous voyez que c'est des extensions qui ne sont pas énormissimes. Il y a une grosse miniature dedans, mais il n'y a pas beaucoup de matos supplémentaires en réalité. Voilà. On va passer maintenant au shipping. Le shipping pour le Canada d'abord. 23 à 70 livres, attention, ce n'est pas en euros, c'est pas en dollars, c'est en livres, donc 23 à 70 en fonction du pledge que vous avez sélectionné. Pour la Belgique, 14 à 28 livres. Pour la France, 18 à 35 livres de frais de port. Qu'est-ce qu'il en est pour nos amis suisses, par exemple, Suisse ou encore Monaco, c'est 27 à 51 livres de frais de port. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 28 à 80 livres de frais de port. Et j'ai envie de dire que fort heureusement, vu le prix des pledges et les frais de port pour le Japon, je suis fort heureusement très peu intéressé, voire même carrément pas du tout intéressé par Helldivers 2. Mais si vous avez joué éventuellement aux jeux vidéo, dites-le nous en commentaire. Si surtout vous avez joué à différents jeux de Steamforged Games, vous me le direz également en commentaire. Je crois pas avoir de souvenirs de parties sur des jeux de Steamforged Games. Je reparcours rapidement leur... Ah bah si, Euthia, mais c'est pas eux. Euthia, ils l'ont repris quand l'éditeur d'origine s'est cassé la gueule, donc c'est pas exactement eux. Elden Ring, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que le jeu est déjà livré? Je ne sais pas. Même Horizon Forbidden West, par exemple. Je sais pas, je crois pas avoir joué de jeu de cet éditeur-là. Resident Evil, Monster Hunter. Vous me direz éventuellement si vous avez testé des jeux de Steamforged Games, et le cas échéant, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, c'est tout pour Helldivers 2, 4800 backers, 1 100 000 livres d'engrangés, 9 jours avant la fin de la campagne. Là, je me rends compte que très clairement, je ne tiendrai pas les 45 minutes en réalité. Ça va faire au moins 1 heure à mon avis, d'autant plus qu'on s'apprête à parler de Dragons of Etchinstone, le nouveau projet de Cheap Theory Games, l'éditeur entre autres de Too Many Bones, de Cloudspire, etc. On peut même aller checker rapidement pour le rappel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est également eux qui étaient derrière Wrath, que j'avais backé, derrière 20 Strong, édité en français par Lucky Duck. Ils avaient fait également 20 Strong Tanglewoods, donc dans la même série, mais pas dans le même univers. Ou encore Oplomachus, Burn Cycle, etc., etc. Donc c'est souvent des jeux très bien produits, voire même un peu surproduits, assez chers, mais avec du gros gameplay, même si récemment, ils ont commencé à se lancer dans des jeux au gameplay un petit peu plus accessible, on va dire. C'était notamment le cas avec 20 Strong, c'était vraiment le premier jeu de leur gamme plus accessible, on va dire. Wrath aussi, d'une certaine manière. Neon Rain aussi, qui était le jeu de Manny Tremblay, donc un des deux auteurs de Dice Throne, également l'auteur de Wrath d'ailleurs, qui est également artiste sur les jeux qu'il fait. Et donc, ils nous reviennent avec un nouveau jeu qui n'est pas exactement un nouveau jeu, puisque Dragons of Etchinstone, c'est un jeu qui est déjà connu depuis quelques années,
dans la communauté des solistes en PNP, en Print and Play. Donc oui, il s'agit d'un jeu Print and Play à l'origine, mais qui connaît une première version physique grâce à Chip Theory Games. C'est un jeu donc solo, je l'ai dit, pour des parties d'environ 30 minutes, 13 ans et plus, et ça se joue en gros dans la paume de votre main, enfin un peu façon Palm Island. Et du coup, bien sûr, quand on parle de Chip Theory Games, on parle généralement de gros scores, et c'est le cas à nouveau ici, avec 5625 backers pour l'instant, 226 000 $ d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne, et sachez-le, Chip Theory Games, c'est souvent le cas maintenant, ça se confirme avec Dragons of Etchinstone, il y aura bel et bien une VF, vous le voyez ici. Alors je ne sais pas, c'est pas écrit directement, mais je pense que c'est Lucky Duck Games, en tout cas j'imagine que c'est Lucky Duck Games qui s'en occupe, à moins qu'il y ait tellement peu de texte in-game, parce qu'on voit que c'est essentiellement des noms, quelques petits mots-clés on va dire, mais peut-être que c'est juste fait en interne, et que c'est juste le livret de règles à faire, je ne sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, on est sur un jeu donc solo 30 minutes, qui se joue vraiment dans la paume de la main, c'est très facile à transporter. On est sur un jeu d'aventure dans lequel on va incarner des mages dans une région qui est subitement infestée de dragons, alors qu'on n'en avait pas vu depuis très longtemps je crois, et on va tataner du dragon, on va avoir des mages qui auront des compétences asymétriques bien évidemment, alors bien sûr asymétriques, ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser ensemble, bien sûr, hein, c'est juste qu'au début de la partie vous allez choisir je crois un des mages en question, et vous allez donc chercher avec les différentes cartes en votre possession, d'imaginer les meilleures combinaisons, sachant que c'est super intéressant en termes d'exercice de style, parce que ça se rapproche un tout petit peu de ce que fait Button Shy Games, à savoir des jeux de 18 cartes. Vous savez, Button Shy Games, les petits, on va dire des jeux en portefeuille simili-cuir, dans la gamme des micro-games de Matago. Et du coup, c'est un peu le même exercice de style, c'est 18 cartes, et jusqu'à quel point on peut faire un jeu qui tient debout, qui a une vraie profondeur, une vraie belle rejouabilité, avec aussi peu de cartes. Et du coup, apparemment, celui-ci, dans la communauté des joueurs de Print and Play solo, apparemment, il est assez connu pour ça. Et du coup, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense que Chip Theory Games s'est jeté dessus pour l'éditer en version physique. Sachant que qui dit Chip Theory Games dit également toutes les cartes en PVC, donc en plastique, donc pas besoin de sleeves, pas besoin de protège-cartes pour vos cartes. Donc ça, c'est quand même très très cool au niveau de, comment dirais-je, des composants. Généralement, on sait que quand on prend un jeu de Chip Theory Games, les composants seront de grande qualité. Alors, Dragons of Etchinstone, pour ceux que ça intéresse, c'est l'œuvre de Joe Clipful, que l'on connaît notamment pour Gloomhaven Buttons and Bugs, qui, je crois, à vérifier, à l'origine, Buttons and Bugs, je crois que c'était une sorte d'extension non officielle, qui avait très très bien marché dans la communauté de Gloomhaven, et du coup ils en ont fait vraiment un truc qui rentre dans le lore officiel de Gloomhaven, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est lui qui est derrière la création de Dragons of Etchinstone, qui donc à l'origine était un PNP, qui a une très belle cote de popularité dans la communauté en question. Alors, Dragons of Etchinstone, ici vous avez le base gameplay, donc on va avoir son mage. Ah, peut-être qu'on a plusieurs mages, je ne sais pas, attendez, je me suis peut-être gouré. In the palm of your hand on the table, ok, start your adventure. On va choisir au début de son aventure quel dragon on va chasser, on va voyager à travers différentes régions, on aura 4 régions uniques, on va affronter des adversaires de plus en plus puissants, ok, les adversaires qui vont venir bloquer notre chemin vers le dragon, ok, alors j'essaie de retrouver les mages, parce que là j'ai l'impression de voir 4, est-ce que c'est juste des adversaires? C'est peut-être bien juste des adversaires qui nous bloquent le chemin, à voir. Et ça, c'est un des mages que l'on pourra activer, que l'on pourra contrôler. Sachant qu'il y aura des combos, des combinaisons à base de couleurs, mais également des chiffres à prendre en compte, bien évidemment. Alors, je vais repasser un petit coup je vais passer un petit regard sur le gameplay nouveau, parce que je l'ai checké mercredi, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais faire une petite cut et revenir vers vous. Ok, en gros c'est une main de cartes de 4 cartes apparemment, avec différents types, vous voyez que les couleurs sont différentes notamment, et certaines valeurs vont déterminer votre initiative, votre capacité à vous déplacer, à attaquer, ce genre de choses là, et il faudra imaginer des combos, des synergies entre les cartes pour pouvoir bien
être le plus efficace possible sur chacune des actions en question. Chacune des rencontres, les encounters, donc c'est les affrontements face à des adversaires, quoi, en gros, va se terminer avec une victoire totale, une victoire de justesse ou une défaite. Et en fonction du résultat, vous allez engranger plus ou moins d'expérience, vous allez encaisser plus ou moins de dégâts, etc. pour continuer votre aventure. Ce seront des facteurs à prendre en compte de manière très très importante. Et puis une fois que vous aurez réussi à progresser à travers les 4 régions, vous serez fin prêt, en tout cas on peut l'espérer, pour le combat final face au dragon que vous aurez sélectionné. Ensuite, sachez que dans cette campagne, on a aussi accès à 2 extensions. Pour le coup, je ne sais pas si les extensions sont préexistantes, est-ce qu'elles étaient existantes à l'époque du PNP, du jeu d'origine, quoi, on va dire, ou est-ce qu'elles sont créées pour l'occasion de cette campagne de Cheap Theory Games pour Dragons of Etchinstone. Là-dessus, je ne saurais pas vous répondre. Quoi qu'il en soit, dans cette campagne, on a donc 2 extensions. La première, c'est Northvale Expansion, donc avec un nouveau mage, et puis, enfin plusieurs d'ailleurs nouveaux mages, il y en a 4 je crois, il y a Voltak, il y a Methex, on dirait un nom d'actrice de film de boule, Noramir, et puis également Promethea. Et bien sûr, ils ont leur propre spécificité, un petit peu d'asymétrie là-dedans, ça aussi, c'est intéressant. Et puis au-delà de ça, on aura aussi de nouveaux dragons que l'on pourra être amené à affronter. Et puis également l'univers de Vale, donc l'univers de Dragons of Etchinstone, qui s'élargit un petit peu avec de nouvelles régions à aller explorer, de nouveaux ennemis, de nouveaux challenges, quoi, en gros. Et puis on a aussi l'extension Siege, qui là change assez radicalement le gameplay, semble-t-il, puisque là, cette fois-ci, la tour des mages, donc les mages que l'on incarne, c'est la tour elle-même de notre habitat, finalement, qui est attaquée par les dragons, et il nous faudra la défendre. Donc, c'est pas exactement le même gameplay, c'est pas nous qui partons à l'aventure pour aller tataner du dragon, c'est les dragons qui viennent à nous, et donc le set d'action qui nous sera proposé serait un petit peu différent, bien évidemment. Il faudra défendre les murs de notre tour face aux dragons, tout en essayant de repousser les attaques, de l'affronter, etc. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs d'autres cartes qui seront ajoutées pour cette extension, donc pour enrichir, pour approfondir, complexifier un petit peu le gameplay également. L'extension Siege me semble être assez intéressante. Il faudra gérer aussi un petit peu le timing, quand est-ce qu'on va réparer les murs qui ont été détruits par les dragons, quand est-ce qu'on va upgrader nos capacités, ou voir les capacités de notre tour, en fait, etc. Donc c'est un gameplay un petit peu différent, ça a l'air d'être assez intéressant sur le papier. Voilà, niveau pledge. Pledge de base, c'est celui-ci, en fait, un 30$. 30$ pour la boîte de base, plus les 2 extensions. De toute façon, elles sont incluses. Hein, donc c'est le seul pledge que l'on vous propose en réalité, puisque le second, c'est le Strategist Pledge, donc l'habituel pledge stratégiste que propose Cheap Theory Games, à 800$ pour avoir accès à tous leurs prochains jeux. Et c'est vrai que le proposer, bon maintenant comme à chacune de leurs campagnes, hein, c'est très cool, mais le prendre maintenant c'est un peu plus osé que d'habitude, parce que avec ce qui se passe actuellement, on n'est pas sûr que dans 3-4 ans, les éditeurs que nous apprécions soient encore vivants, enfin à checker. Je pense que pour Cheap Theory Games, ça va, ils ont les reins solides, mais bon, quand même il faut faire un petit peu attention. Le shipping, alors on est sur un jeu très très petit, donc le shipping est assez accessible également. Pour l'Union Européenne, c'est 12$, il en va de même pour le Canada. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, c'est 12$ également. Donc c'est un peu la même chose pour le coup, sauf que nous, on n'a pas la TVA par-dessus. Et ma foi, eh bien, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Dragons of Etchinstone, qui me tente pas mal. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Parce que c'est pas très cher, parce que c'est un jeu solo qui se joue en une demi-heure, donc c'est typiquement dans la gamme de jeux solo que moi je peux sortir. C'est un jeu qui en plus a une belle réputation dans la communauté des joueurs de PNP solo depuis sa première apparition, je crois que c'est 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc c'est un jeu éprouvé, qui a quand même déjà fait ses preuves. Donc il me tente bien, et en même temps, je sais pas si je le sortirais vraiment. Il y a différents... Comment dirais-je? Il y a différents facteurs qui peuvent nous mener à nous intéresser à une campagne, et parmi ces facteurs, tous ne sont pas bons à prendre. Genre, l'ADA est magnifique, genre, l'univers me parle beaucoup, ou genre, c'est pas cher. C'est des trucs qui devraient pas orienter un pledge. Ça peut justifier tout à fait l'intérêt qu'on peut porter à une campagne, mais je me suis fait avoir 2-3 fois en prenant un jeu parce que je me disais, soit c'est pas cher, soit vraiment l'univers me parle beaucoup, et derrière, bon, soit ça sortait pas, soit c'était très moyen. La plus récente, vous le savez si vous suivez la chaîne, avec Xavier, on était très très déçus par Bear Mountain Camping Adventures, par exemple, dont je me suis séparé. Donc
Ouais, à voir, je sais pas. Ça me tente pas mal, mais au final, je sais pas si je sortirai tant que ça. Et je sais pas, c'est peut-être pas l'univers qui me parle le plus du monde non plus, donc peut-être que je me retiendrai, je ne sais pas exactement. On verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Dragons of Etchinstone, 5600 backers, 12 jours avant la fin de la campagne en français qui plus est, 220 000 dollars d'engrangés. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding numéro 172. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau menu qu'on espère être un peu plus touffu, un peu plus intéressant en tout cas. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et puis bah moi je vais aller m'occuper de mon fils qui je crois vient de terminer sa sieste. Ça tombe pile poil comme il fallait, même si j'ai encore le montage à faire. Bon, allez, à la prochaine.